Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique a pris fin hier à Abidjan. Les inspecteurs généraux d'État venus d'une vingtaine de pays ont planché sur des actions pour renforcer la bonne gouvernance. L'assistance aux personnes sinistrées des dernières pluies diluviennes se poursuit. Le gouvernement vient de mettre à la disposition des populations, particulièrement les victimes des intempéries, 3 cliniques mobiles pour faciliter leur prise en charge. Notre dossier de ce 20h nous mènera à Dimbokro, une ville chargée d'histoire et marquée par les vestiges du temps colonial. Dimbokro, d'hier à aujourd'hui, quel visage présente la ville? Qu'en est-il du développement de cette localité qui a accueilli la fête de l'indépendance en 1975? En Turquie, il n'y aura certainement pas de deuxième tour pour l'élection présidentielle. Selon les résultats partiels, le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, est en tête avec un score de 55,5%. L'opposition dénonce des fraudes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique a pris fin hier ici à Abidjan. Les inspecteurs généraux d'État venus d'une vingtaine de pays ont planché sur des actions pour renforcer la bonne gouvernance. Plusieurs recommandations ont été faites, c'est ce que nous rapporte Konaté Moussa. 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées a réuni à Abidjan une vingtaine d'inspecteurs généraux d'État africains. Après 2 jours de travaux, ces contrôleurs de l'ordre administratif ont pris des décisions et fait des recommandations, notamment celles relatives au fonctionnement de l'Institut du Forum. Les comités directeurs recommandent et encouragent les membres de l'organisation à faire inscrire leurs auditeurs aux sessions de formation proposées par l'IFIGE. Le comité directeur recommande au secrétariat exécutif du FIGE de procéder à la mise en place d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences en partenariat avec l'Institut du FIGE. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, président du comité directeur de la structure, se réjouit de la qualité des échanges qui visent à renforcer les actions de la bonne gouvernance. Il faut également saluer la proposition invitant les inspections générales d'État à être des organes de veille et d'alerte des autorités pour toutes les atteintes aux règles et aux principes de la bonne gouvernance. Il devient urgent de développer une stratégie permettant une synergie entre la société civile et le grand public sur des questions de bonne gouvernance, notamment la mise en ligne d'un site internet interactif. Les prochaines assises du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées sont prévues les 22 et 23 octobre 2018 en Mauritanie. On passe à une autre rencontre qui s'est tenue ici à Abidjan. C'est la 2e édition des grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La session vise à outiller les membres de ce conseil afin de formuler des avis pertinents. La ministre Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est prononcée sur les défis et perspectives de l'innovation en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Abou Sanogo pour le reportage. Le financement de l'enseignement supérieur, le syndicalisme en milieu universitaire, l'adéquation formation-emploi, l'impact de la révolution numérique sont entre autres les sujets abordés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Bakayoko Liramata lors de la seconde édition des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À travers cette tribune, le CESEC entend enrichir les travaux des conseillers avec la contribution de personnalités de haut niveau. Nos perspectives, c'est toujours apporter un plus, conseiller le gouvernement, apporter des éclairages, avoir une vision claire, précise, pragmatique de notre environnement. Enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation en Côte d'Ivoire. Défis, vision et perspectives est le thème de la conférence qu'a animé le professeur Bakayoko Liramata, qui a profité pour donner la vision du gouvernement sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan sectoriel éducation pour la période 2016-2025 et c'est sûr dans ce plan que s'inscrit le plan national de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour le CESEC,
La tribune Les Grandes Rencontres est importante car elle outille les membres de l'institution dans leur réflexion afin de mieux formuler des avis pertinents. Une autre information à noter, M. Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les sénateurs à la séance plénière qui se tiendra les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, examen de la proposition des résolutions fixant les règles de procédure d'examen et d'adoption de la proposition de résolution portant règlement du Sénat. Examen de la proposition des résolutions portant règlement du Sénat, mise en place des différents organes du Sénat. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle signée du président du Sénat, M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Dans l'actualité nationale, on note l'assistance aux personnes sinistrées des dernières pluies diluviennes qui se poursuit. Le gouvernement, vous allez le voir, vient de mettre en place à la disposition donc des populations, particulièrement les victimes des intempéries, 3 cliniques mobiles pour faciliter leur prise en charge. Laurent Sachaud, Cheikouné. 3 cliniques mobiles, dont 2 installées dans le centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie et une dans un centre de santé aménagé à la place Alassane Ouattara par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour porter secours aux populations. Cette opération d'unité mobile, elle est là pour suppléer aux soins de la FSUCOM. On pourra faire des accouchements, on fait des consultations, on fait essentiellement des soins d'analyse et ces soins sont offerts gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire. Rendre le cadre de vie agréable et propre, une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a procédé à une opération de démoustication suivie d'une remise de matériel composé de moustiquaires, de bouteilles de javel et des flacons de savon liquide au centre d'accueil des sinistrés situé au sein du groupe scolaire Kouadio Assaoré de la Riviera Palmeraie. Nous, on tenait à dire merci déjà. Après tout ça, tous ces sinistrés, il faudrait qu'on puisse les loger. C'est cette joie-là que nous, on attend. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend assurer la garde 24 heures sur 24 afin de relayer les cas d'urgence à travers le SAMU sur les différents centres hospitaliers universitaires. Voilà, et ces pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts matériels, contraignant des centaines de personnes à quitter leurs maisons prises au piège de l'inondation. Elles sont logées dans des camps de fortune ou dans des écoles, mais ces sinistrés ne sont pas du tout abandonnés. De bonne volonté leur offrent des vivres et non-vivres. Et notre reporter Konaté Moussa s'est rendu dans une école primaire à la Riviera Palmeraie avec sa caméra. Chaîne de solidarité pour des sans-abri. Depuis qu'ils ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie, c'est dans cette école primaire que ces dizaines de personnes ont été relogées. Autour d'eux, la mobilisation s'est faite spontanément. Le lendemain des fortes pluies, nous avons lancé un appel sur Facebook avec des amis pour venir en aide à tous nos parents, tous les habitants des zones sinistrées. Et depuis nous avons lancé cet appel, on a vu que des partenaires, des amis se sont mobilisés. Voilà pourquoi aujourd'hui vous nous voyez sur ce site. Quand ils arrivent ici, on les fait enregistrer. Papa, maman, nombre d'enfants, on essaie de les faire enregistrer. Nous avons monté une carte pour les identifier, parce qu'il faut qu'ils soient identifiés. Ils sont à plus de 500 personnes. Voilà, pour le moment que nous avons enregistré. Et il y a des personnes qui continuent de venir. De bonne volonté, mais pas que dans cette chaîne de solidarité autour des sinistrés. L'un des maillons est la municipalité de Cocody. La mairie envoyait des denrées alimentaires, la mairie envoyait des nattes et la mairie ne s'arrêtera pas là, étant donné que ce n'est pas le seul site. Vivre, non vivre, assistance permanente. Ici, tout est mis en œuvre pour remonter le moral de ces populations durement éprouvées par les pluies diluviennes. On nous donne à manger, on mange, on dort bien, on n'a pas de problème. Mais si dans cet établissement scolaire, les sinistrés ont trouvé du réconfort, le site n'est que provisoire. Dans les jours à venir, ces populations qui ont presque tout perdu seront priées de le libérer. Si on nous donne aujourd'hui sac de riz, c'est tout ce qu'on a besoin. Qu'on n'a qu'à partir chez nous. On ne sait pas où on partit. Parce qu'on n'a pas chez nous sont tombés, c'est cassé, tout est parti. On lance toujours l'appel aux donateurs
Parce que ce qui est là, on ne sait pas combien de temps les sinistrés vont faire ici, mais il y a la rentrée scolaire qui est là. Donc il est impérativement important que ceux qui entendent notre voix puissent vraiment faire un geste. Pour que ces personnes-là puissent avoir au moins un toit lorsqu'ils quittent ici. Pour combien de temps resteront-ils encore sans abri? On ne saurait le dire. Mais le plus sûr, c'est que la solidarité autour d'eux ne faiblit pas. Et les Ivoiriens continuent de démontrer leur sens du patriotisme. Bien sûr, la chaîne de solidarité envers les sinistrés des pluies diluviennes ne faiblit pas du tout. Au RDR, le secrétaire national chargé de l'habitat et du cadre de vie et l'ONG Aide ont fait des dons ce dimanche à des familles sinistrées des inondations et leur ont exprimé leur compassion et soutien. Le reportage de Laurence Acho et Abou Sanogo dans nos prochains journaux. Je vous livre à présent ce communiqué du service météorologique qui annonce que les journées du dimanche 24 et du lundi 25 juin 2018 seront marquées par un ciel partiellement nuageux avec des pluies faibles et par moments des intrusions du soleil. La vigilance orange demeure durant la période du samedi 23 juin au lundi 25 juin 2018. Voilà, la saison pluvieuse continue. L'appel à la vigilance en cette période est lancé à tous donc. Un autre communiqué du ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique recrute des bénévoles en vue d'apporter soutien et assistance aux familles sinistrées des inondations dans le pays. Les jeunes âgés de 18 à 40 ans sont concernés par ces inscriptions et vous êtes invités à vous inscrire sur le site www.bénévolat.jeunesse.gouv.ci. On en arrive maintenant à notre dossier de ce 20. Nous irons, je vous l'ai promis, à Dimbokro, capitale de la région du Nzi. Une ville chargée d'histoire et marquée par des vestiges du temps colonial encore visibles. Dimbokro d'hier à aujourd'hui, quel visage présente la ville? Qu'en est-il du développement de cette localité qui a accueilli la fête tournante de l'indépendance en 1975? Dimbokro, une ville entre histoire et espoir. Un dossier signé Eugène Atoubi. À quelques encablures de la préfecture de Dimbokro et voisine du siège du conseil régional à Dunzi, une vaste cour avec de vieux manguiers. À l'intérieur, une vieille bâtisse de type colonial, abandonnée dans le silence de ses souvenirs. Malgré l'indifférence dont elle est l'objet, il y a encore à Dimbokro des nostalgiques qui partagent sa douleur et sa tristesse. Dimbokro a eu quand même, au moment de la colonisation, certaines réalisations. Il serait bon que pour l'histoire et pour nos enfants, qu'ils sachent qu'il y a quand même des vestiges qui ont été entretenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce bâtiment qui est très bien situé. C'est les chauves-souris qui y habitent. Lorsque le gouvernement crée une direction ici et qu'il n'y a pas de bâtiment, on peut aménager ces bâtiments, moderniser ces bâtiments pour qu'en attendant, ces fonctionnaires-là puissent être logés. Cette vieille bâtisse aux géométries de l'architecture coloniale, c'est l'ancienne résidence du commandant du cercle de Dimbokro. L'un des nombreux vestiges que compte cette localité, ville ancienne pour les uns, vieille ville pour les autres. La capitale de la région d'Uzi reste une ville chargée d'histoire, comme en témoignent les constructions à l'ancienne, visibles dans plusieurs quartiers de la ville. Ici, ce château d'eau et ces bâtiments, hier résidence des commis de l'administration locale sous le colon et aujourd'hui logement pour fonctionnaires et agents de l'État. Des indices d'une localité qui peut se targuer d'un passé lumineux et prospère que les anciens et même les jeunes évoquent sur le ton consacré aux bons souvenirs. À l'époque, il s'agit du produit. Le produit cacao, café. Mais moi, j'allais prendre ça à Bokana pour venir à Dimbokro. Et à la Marseille Ferraz, par exemple. Marseille Ferraz et... comment on appelle? Marseille Ferraz et Jean Abigal. Voilà. Ce sont eux-mêmes qui produisaient. On prenait ça en train ici pour aller au port d'Abidjan. Alors là, en ce moment, il y avait du boulot. Tout le monde vaguait seulement, ça travaillait vraiment. Dimbokro, c'est une ancienne ville et puis c'est une belle ville.
Surtout que le président Oufoué a fréquenté ici, à l'école Alassane Ouattara. Moi, ce que j'aurais souhaité, où le président Oufoué, le père de la nation, a passé, vraiment, il faudrait qu'on entretienne ça pour que ça soit un truc pour nos enfants, nos petits-enfants. On a vite fait d'associer le passé glorieux de Dimokro à cette belle époque de la boucle du cacao. Mais les témoins privilégiés de l'histoire de cette localité la ramènent plus loin, dans les années 50 à 60, période d'émancipation de la Côte d'Ivoire. Dimokro reste marqué par cette période grâce à ses martyrs, en souvenir de qui un mausolée a été construit dans le cimetière où il repose en paix à jamais. Pour bon nombre de Dimokro-Foué, nom donné pour désigner l'habitant de Dimokro, le passé et l'histoire même de cette localité devraient faire de Dimokro une ville évoluée, prospère, dynamique, un pôle de développement économique local, locomotive de toute une région, mais hélas. On peut dire qu'on a que des regrets parce que Dimokro en son temps, ce n'est pas le temps actuel. C'est un grand centre commercial et politique. Et les gens fuyaient beaucoup ici. Les allogènes, les gens qui viennent du Mali, du Burkina, etc., grâce au train et aussi la voie routière. Dimokro d'avant et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Parce que tout marchait à merveille ici. 3000 employés, donc fonctionnaires ITEXI. Mais depuis la chute de l'ITEXI, tout a foutu en l'air. Nous demandons à tous les ressortissants, tous les cadres de Dimokro, qui ont encore à cœur leur ville, qui fassent tout pour que Dimokro sorte de cette situation. Et je sais qu'ils sont capables. Il suffit qu'on s'entende. La synergie d'action des filles, fils, cadres et élus de Dimokro est appelée de tous les vœux et dans tous les milieux. Nzim Gabriel, ancien maire de Dimokro, est de tous ses fils et anciens de Dimokro qui croient encore en une ville qui retrouve son lustre d'antan, grâce justement à une prise de conscience collective pour s'attaquer à ce qu'elle considère comme l'essentiel. Entendez, l'union et la solidarité, clé du progrès et du développement, pour une ville qui vit aujourd'hui à l'ombre de son passé, dans le silence de nombreux acquis qui datent pour les uns de l'époque coloniale et pour les autres de l'année où Dimokro a été choisi pour abriter les festivités de l'an 15 de la Côte d'Ivoire indépendante. C'était en 1975. C'est une ville qui a vécu, qui a besoin d'être véritablement réhabilitée pour que véritablement l'ensemble se passe avant. Pour que Dimokro revienne à l'époque, il faut que l'usine de UTC soit rétablie. Pour que la jeunesse ne va pas ailleurs. C'est ça qui fait le défaut de Dimokro. Aujourd'hui, Dimokro a souffrance. Aujourd'hui, cette ville est en train de redorer son blason, terni par de longues années de léthargie. Voilà, Dimokro, une ville entre histoire et espoir, un dossier réalisé par Eugène Atoubé du service régional de la rédaction de RTI 1. La vice-présidente de la Banque mondiale en visite en Côte d'Ivoire s'est rendue à Ayenoise dans la région du Sud Comoé. Pascal Hélène Dubois est allée évaluer les projets financés par son institution. Des projets réalisés par le PESAC, c'est le projet d'appui au secteur agricole, et la Banque mondiale affiche sa volonté d'accompagner notre pays dans la deuxième phase du projet. Francis Boifo. Le programme d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, financé par la Banque mondiale, a été initié pour lutter contre la pauvreté en milieu rural dans les filières cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde. Après une visite de terrain dans la région du Sud Comoé, la vice-présidente de la Banque mondiale se dit satisfaite des résultats obtenus. Un projet qui a utilisé des méthodologies nouvelles et qui sont biologiquement, je crois, donc pour l'environnement, des améliorations. Je crois, ça nous a intéressé énormément. Nous sommes, comme toujours, prêts à soutenir le gouvernement pour tous les appuis dont ils ont besoin. Cet engagement fait suite aux échanges que la vice-présidente de la Banque mondiale a eus avec les bénéficiaires du PESAC. Ils souhaitent une extension du projet. Il prend fin le 29 juin prochain et pourtant. On n'a pas terminé la mise en place des interprofessions dans le cacao, l'EVA et l'anacarde. On vient d'installer des centres de prestations motorisés dans le coton au nord. On ne verra pas leur fonctionnement.
On vient d'installer 18 pépiniéristes dans l'anacarde. On ne verra pas comment ça va évoluer. Raphaël Amari Agnero fait le point des réalisations 4 ans après le lancement du PESAC. Le PESAC a permis de donner du matériel végétal amélioré à 150 000 planteurs. Le PESAC a donné 20 000 bœufs de culture à télé, 10 000 en équipement. Et les routes rurales, nous avons réhabilité 6 100 kilomètres de routes rurales sur 5 800 qui étaient prévus. Nous avons appuyé 120 coopératives dans le coton, 60 dans l'anacarde, 13 dans le palmier et 8 dans les VA. Sont concernés par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire la région de la Nawa pour le cacao, les régions du Sud Koumoué et de la Niébi-Tiassa pour les VA et le palmier à huile, les régions du Béké, du Ambol, du Poro et du Tchologo pour le coton, les régions du Béré, du Gontougo et du Bunkani pour l'anacarde. Les experts des pays membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos se sont retrouvés cette semaine ici à Abidjan pour partager leurs expériences dans la lutte contre les entraves au commerce entre les pays de la sous-région. Les résultats de cette année de mise en œuvre du projet de facilitation Lagos ont été présentés au cours de cette rencontre. Jean-Luc Bango pour le témoignage. Destiné à être un catalyseur pour la croissance économique et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos a longtemps été confronté à des obstacles. C'est les lourdeurs administratives, c'est le temps quand même de dédouanement qui demeure long et puis l'absence d'interconnexion douanière entre les pays. En principe, si tout circule bien, quand la marchandise arrive déjà dans un port X, tout le long du circuit que prend la marchandise, l'information, la cargaison doit être disponible. Pour le moment, les pays sont en train de travailler, mais on pense que c'est encore là. Cette rencontre a permis à chacune des parties prenantes à ce projet de présenter les réformes engagées et d'échanger sur les performances atteintes dans la lutte contre les entraves au commerce transfrontalier. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises, entre autres le guichet unique pour le commerce extérieur a permis énormément de réduire les temps de passage dans les différents postes frontaliers et surtout au niveau du port autonome de Lomé. 7 ans après sa mise en œuvre, le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos a connu des avancées notables. Il y a eu un énorme progrès depuis les 7 dernières années. On a fait l'évaluation de la première phase du projet et c'est plutôt un projet réussi sur cette première phase et ça le sera aussi très certainement sur la deuxième. Et je pense que maintenant il s'agit de pérenniser justement ces méthodes. Long de 1022 km, le corridor Abidjan-Lagos concentre 2/3 des activités de la CEDEAO. Il dessert les capitales économiques de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Chaque année, ce sont plus de 60 millions de personnes qui transitent à ce corridor. C'était la journée hier. La journée internationale des veuves a été célébrée ce samedi 23 juin. Cette journée est une occasion pour agir en faveur du respect des droits des femmes qui ont perdu leur époux. En Côte d'Ivoire, l'ONG Minoge, qui œuvre pour le bien-être social des veuves, attire le regard de l'opinion publique sur les dures réalités de cette frange de la population. Serge Coléa. Ce samedi 23 juin 2018, c'est la journée internationale de la veuve. Béni Marthe Dion, présidente de l'ONG Minoge, rend visite à Aya Cécile, habitante du sous-quartier Sojefia, dans la commune de Cocody. Cette femme, devenue hémiplégique par la force des choses, vit un quotidien des plus difficiles depuis le décès de son mari. Elle a besoin d'un soutien constant. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Je vais manger, mes petits-enfants ont mangé. Je suis malade, je suis infirme, je n'ai pas l'argent. Notre fête a commencé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous retrouvons Béni Marthe Dion une trentaine de minutes plus tard. Cette fois, autour d'une centaine de veuves. Le top départ de la journée peut être donné. Nous qui travaillons parmi les veuves et les orphelins, c'est un souhait pour nous que la veuve soit reconnue en tant que telle et qu'il y ait une journée où tout le monde s'arrête pour se pencher sur le sort et le cas de la veuve. Depuis 7 ans, le ministère international de la nouvelle génération célèbre les veuves.
L'organisation se bat aux côtés de ces femmes qui, après avoir perdu leur conjoint, vivent pour la plupart une situation de grande détresse. Les veuves sont ignorées. Alors Dieu même dit, ayez pitié des veuves. Si la rentrée arrive, souvent on a un problème. Si ton mari t'a pas laissé maison, et puis tu es avec les enfants, moi c'est par exemple, j'ai 8 enfants. Comme pour leur redonner espoir, plusieurs activités festives sont organisées. Des messages de soutien et d'encouragement ainsi que des récompenses pour les veuves modèles marquent la journée internationale de la veuve en Côte d'Ivoire. L'ONG Minoge lance surtout un appel. Après le décès de leur mari, elles n'ont plus rien. Il y a d'autres qui n'ont même pas la chance, on leur arrache tout. Avec quoi elles pourront faire leurs documents et pour pouvoir avoir leur pension. Nous demandons aux juristes de nous aider à défendre les cas de ces femmes-là. Attirer le regard de l'opinion sur elles, faire respecter leurs droits et améliorer leurs conditions de vie, c'est tout le sens de la journée internationale de la veuve. On passe maintenant à l'actualité sportive. On commence par la Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa qui a remporté cet après-midi la 55e édition de la Coupe nationale de football aux dépens du stade d'Abidjan sur le score de 5-3 à l'issue des tirs au but. Konaté Ngamblé, Odalebe. 1-1 après prolongation et 5-3 au tir au but, ce sont les jaunes et noirs qui ont ouvert le score à la 25e minute par Sanogo Issa. Puis la partie s'est équilibrée malgré quelques accélérations des Mimos. Et à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les efforts des Yéyés sont récompensés. À l'eau se jouent des défenseurs de l'ASEC Mimosa et marquent. Dans la séance des tirs au but, les Mimos se montrent plus adroits et s'imposent 5-3. La SEC Mimosa, après le sacre en championnat, remporte la Coupe nationale, son 20e dans la compétition face à des stadistes qui n'ont pas démérité. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger maintenant dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours est proposé par Olivier Iriebi et Abou Samgo. Mamoudou Gassama, le jeune migrant malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris, a été reçu lundi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Ibeka tenait à féliciter personnellement le héros âgé de 22 ans. Il avait reçu début juin la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, plus haute distinction de la capitale. Le président érythréen, au pouvoir depuis 1993, a annoncé mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter des termes d'une paix entre les deux pays face au conflit qui les oppose depuis 18 ans. Une première depuis la fin de la guerre entre les deux pays. 4 corps retrouvés, plus de 193 autres portés disparus et 18 survivants. C'est le bilan du naufrage d'un bateau surchargé qui a coulé sous le poids des occupants en surnombre dans un lac volcanique en Indonésie. Le capitaine du bateau, qui figure parmi les survivants, a été interpellé jeudi par la police pour nécessité d'enquête. En Mauritanie, les usagers ont désapprouvé vendredi la mesure de suspension du service Internet dans le pays. Une mesure prise par les autorités pour éviter les tricheries durant les épreuves du baccalauréat. Une décision qui passe mal chez les utilisateurs du net. Le gouvernement, quant à lui, estime accorder une grande importance à ce diplôme. Au Zimbabwe, une explosion s'est produite samedi après-midi lors d'un meeting du président Emmerson Mnangagwa à Bulawayo, la deuxième ville du pays, un bastion de l'opposition. Selon le porte-parole de la présidence, le président a échappé à l'explosion, mais il y a plusieurs victimes, y compris des officiels et des membres du gouvernement. En Turquie, 56 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives et le premier tour de la présidentielle. Un scrutin sous haute surveillance. Les policiers déployés en nombre pour assurer la sécurité. Le président sortant et candidat à sa succession, Recep Tayyip Erdogan, affronte 5 autres candidats, dont une femme. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux.
Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.